Bonsoir tout le monde. Donc, je vous invite à prendre place là, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à notre événement Bistro Brain. Donc, mon nom, c'est Sophie. Je suis nouvellement accompagnatrice chez Bistro Brain et c'est moi qui vais être l'animatrice ce soir. Donc, à main levée, il y en a-tu que c'est leur premier événement? Oh, quand même beaucoup de nouveaux. Des nouveaux adeptes, hein, parce qu'après ce soir, je vous le dis tout de suite, vous allez être des adeptes de Bistro Brain. Donc, pour les nouveaux, Bistro Brain, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017 et dont la mission est de diffuser la science par le plaisir et par le biais d'événements de vulgarisation, comme on se retrouve ici ce soir. Donc, ce soir, on vous propose 4 présentations vulgarisées de 12 minutes, suivies d'une période de questions d'environ 5 minutes. À la suite de les deux premières présentations, on va prendre une petite pause de 10 minutes et puis on va poursuivre avec les 3e et 4e présentations. Pendant les présentations, je vous invite à rester très attentifs parce qu'à la fin, il va y avoir un quiz et je vous le dis tout de suite, il y a des prix à gagner. Donc, ce soir, on est réunis ici pour l'événement Technologie du futur. Donc, on va plonger dans un univers un peu fou, mais qui est en fait se plonger dans l'avenir puis découvrir des nouvelles découvertes scientifiques. Donc, je tiens toute notre équipe, en fait, on tient à remercier nos commanditaires de la soirée, donc le club Rotary de Sherbrooke, ainsi que le SAREUS, donc le syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre collaborateur de la soirée, donc Étienne Gendron, qui est le Grondin, je suis vraiment désolée, qui est directeur administratif du 3IT, donc l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Donc, veuillez l'accueillir. Oui, tu peux me donner ça, puis ton petit... Merci. Alors, content d'être encore ici à l'événement Bistro Brain. C'est notre 3e technologie du futur, je pense, puis on a fait d'autres collaborations avec Bistro Brain dans le passé. Fait qu'on adore le concept. On est content de faire savoir qu'est-ce qui se fait au 3IT. C'est un des instituts les plus importants de l'Université de Sherbrooke en taille puis en intensité de recherche. Donc, on est content de le faire connaître. C'est à 15 minutes d'ici. C'est un institut qui n'est pas situé sur le campus principal directement. Donc, on voit... OK, c'est correct. Donc, on voit... c'est ce qu'on appelle le parc innovation. Puis, on voit le campus principal qui est un petit peu plus loin. C'est en face du Triolet, pour ceux qui ne savent pas. Puis, on voit le parc solaire. Les gens savent souvent qu'il y a un grand parc avec plein de panneaux solaires. C'est situé juste à côté de ça. Donc, c'est quoi le 3IT? On essaie de créer un écosystème très performant, efficace pour faire de la recherche collaborative avec des industries, des PME et de l'innovation. Comment on fait ça? En mettant en commun beaucoup d'espaces de recherche, beaucoup d'équipements, puis beaucoup de personnel aussi qui sont des experts, qui sont des très bons utilisateurs et qui peuvent accompagner les travaux de recherche de tous les chercheurs qui utilisent le 3IT. C'est un peu plus de 30 millions par année quand même de projets de recherche puis de contrats de recherche juste pour les chercheurs membres du 3IT. Les chercheurs membres, pour nous, c'est des chercheurs qui sont présents avec leurs étudiants, qui sont actifs dans l'infrastructure du 3IT. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bon, donc, comme je disais, c'est vraiment un écosystème où on essaie de réunir tous les ingrédients. Donc, on a évidemment des chercheurs. On a une culture de travailler avec l'industrie aussi au 3IT qui est très forte. Ce qu'on retrouve souvent un peu moins dans les milieux académiques classiques, mais 3IT est très actif dans la recherche collaborative. Puis on développe les infrastructures, évidemment, toujours en collaboration et en continu avec les utilisateurs des plateformes. Donc, les chercheurs qui sont utilisateurs de l'infrastructure ont des nouveaux besoins qui sont générés par leurs nouveaux axes de recherche, ajoutent ces nouveaux équipements de recherche-là quand ils en ont besoin à l'infrastructure existante, puis ça fait une infrastructure qui évolue. Les employés de recherche sont stabilisés sur des longues années, apprennent à devenir des experts dans différents domaines, puis accompagnent la recherche des utilisateurs. Exemple de réalisation qu'on a, il y a le robot Tita,
qui est un des exemples qui a été développé au 3T. Toutes sortes de drones avec des usages assez spécifiques, des spécialités pour faire de la reconnaissance d'espace ou d'accomplir certaines tâches. Rétine artificielle, donc miniaturisation des systèmes électroniques au point où on peut faire des implants qui peuvent redonner la vue à des gens qui ont perdu la vue. Des démonstrations d'utilisation optimale d'énergie renouvelable, de production d'énergie renouvelable, donc avec des panneaux solaires qui sont utilisés de façon très efficace. On peut avoir des serres qui fonctionnent à l'année et qui permettent de faire pousser, par exemple, des framboises, qui est un fruit qui est très difficile quand même à faire pousser, donc en plein hiver. Caméra infrarouge, très bas coût. On a vraiment baissé les coûts de production des technologies de caméra infrarouge pour qu'elles puissent être embarquées sur les voitures, par exemple, dans le marché de l'automobile. Puis toutes sortes d'équipements sportifs, dont des skis, où on développe on travaille avec des entreprises, entre autres, qui développent des meilleurs alliages, des meilleures structures de ski pour atteindre certaines performances. C'est à peu près ça. C'est large, c'est vaste, qu'est-ce qu'on fait au 3T. Donc, c'est ça. Mais bref, si vous avez des questions, allez-y. Donc, merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? OK, parfait. Donc, on va... on est allé un petit peu trop loin. OK. Donc, je vais commencer par inviter la première personne présentatrice de ce soir. Donc, Mélanie Caron. Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle est non seulement ergothérapeute, mais elle est aussi candidate à la profession d'ingénieur. Et elle fait présentement une maîtrise en recherche de la santé. Puis, Mélanie, elle fait équipe avec T-Top. Bonjour, je suis contente de briser la place, comme vous le savez toutes. Vous avez T-Top aussi. J'ai commencé par avoir un bac en génie informatique. J'ai été travailler dans le marché du travail, puis j'étais comme, mais je veux faire des logiciels qui aident les gens. Donc, je me suis posé la question, maintenant, il y a plusieurs personnes qui vivent des situations d'isolement social. Est-ce qu'on pourrait utiliser la robotique pour aider les gens en situation d'isolement social? Donc, mon projet de recherche, s'appelle « Converser avec un robot pour se sentir moins seul ». En ce moment, je ne sais pas si vous le saviez, on a aimé les baby boomers, mais maintenant, ça s'en vient la nouvelle génération qui vont être nos personnes aînées. Donc, ça représente vraiment un gros problème pour la société parce que l'isolement social, ça entraîne des risques de santé physique, de santé mentale et ça diminue la qualité de vie. Puis, il y a des études qui montrent que fumer est aussi nocif qu'être en situation d'isolement social. Puis, en ce moment, c'est une personne sur 3 qui est aînée qui vit de la situation d'isolement social. Donc, le World Health Organization dit que maintenant, l'isolement social, c'est la nouvelle pandémie. Donc, une grosse main d'opposition pour T-Top parce qu'il était très gêné de venir, il ne voulait pas partir. Ce sera pas long, il faut juste que je le parte parce que sinon, il a tendance à prendre le centre de l'attention. Je suis Axel, votre compagnon pour vous accompagner vers un quotidien actif et agréable. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Je suis Axel, un robot d'assistance sociale conçu pour vous aider à rester actif, en bonne santé et connecté avec les autres. Je suis là pour vous encourager tout doucement dans vos habitudes de vie. Axel, tu as été la porte-parole d'un projet de recherche qu'on a effectué. Est-ce que tu peux nous parler du projet de recherche que tu as fait? Oui, bien sûr. J'ai participé au projet Axel qui vise à créer un robot social pour soutenir le bien-être et l'indépendance des personnes aînées. L'idée est de rendre les échanges avec le robot naturel et chaleureux pour qu'il devienne un vrai compagnon au quotidien.
Merci, Axel. Bonne journée. Ce sera pas long, je vais l'arrêter, sinon il va me couper la parole tout le temps. D'après vous, est-ce que vous pensez que j'ai programmé le robot pour qu'il dise les réponses? D'après vous, quelle technologie j'ai utilisée, ou plutôt l'équipe a utilisée? Hein? Oui, exactement. C'est ChatGPT qu'on a inclus dans le robot pour qu'il puisse parler. Donc, vous pouvez imaginer la même interface que vous avez quand vous avez ChatGPT, c'est juste qu'il y a un code pour transformer le son en texte, puis on l'envoie à ChatGPT pour avoir une image, une conversation. Donc, si je repose la même question, ça se peut que sa réponse soit différente, un petit peu, un peu comme... Là, j'ai cliqué un peu partout pendant que je faisais mes démos. OK. Dans le fond, ma présentation est tout... je pense que je vais déposer ça là. Désolée. Bon, ben... C'est comme mon robot, ça fonctionne des fois ça ne veut pas. Que dans le fond, le projet Axel, on a développé le robot, on a mis ChatGPT. On s'est dit on voulait l'essayer avec des personnes aînées parce que notre chaire de recherche, c'est sur la participation sociale pour les aînés. Mais là, on s'est dit, on va en essayer 6 personnes, hein, parce que ça se peut que ça bug. Le robot, on ne sait pas trop comment que les personnes aînées allaient réagir. On a pris 6 personnes de 65 ans et plus. On voulait aller en CHSLD, mais c'était difficile de faire des entrevues avec les personnes en CHSLD après. Donc, on s'est dit, on va juste y aller avec des personnes qui n'ont pas de problème cognitif, parce que sinon, c'était trop difficile pour nous autres. On a fait 2 rencontres de 30 minutes. Une première rencontre de 30 minutes où on a posé des questions. T-Top a posé des questions pour connaître la personne. Puis la deuxième rencontre, il y avait vraiment une conversation où T-Top posait des questions personnelles à la personne. La question, est-ce que vous pensez que mon robot a aidé à briser l'isolement social? Est-ce que les personnes ont aimé l'expérience? La réponse, ça dépend. D'après vous, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y ait des gens qui aimaient ça puis qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça à main levée? OK. 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 Est-ce qu'il y avait une autre idée? Il n'y a pas vraiment de non-verbal? Oui, bien là, en ce moment, il essaie de vous spotter en avant parce qu'il est fait pour converser les yeux dans les yeux, très intime. Donc là, il essaie de spotter vos regards à un de vous autres. C'est pour ça qu'il bouge tout le temps. En fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'il y a 3 types de personnes aînées. On les a catégorisées en 3 types. Il y a les engagés, les technos, puis les confidents. Ça change tout le temps les noms des catégories. Les engagés, d'après vous, est-ce qu'ils ont aimé l'expérience? Non, et pourquoi? Hein? En fait, tu as ta réponse. Ils ont déjà des humains. Ils étaient comme, c'est intéressant ta technologie, mais j'aime bien mieux parler d'autres êtres humains. J'ai plein d'activités. Je vois pas à quoi il me servirait ton robot, tu sais. Intéressant, mais pas pour moi. Les technos, d'après vous, est-ce qu'ils ont aimé l'expérience? Oui? La réponse est non. Mon robot n'était pas assez évolué. Là, je vais vous en conter une bonne. Il y a un de mes participants, il m'a dit, tu sais, ChatGPT, il est meilleur que ton robot. Vous vous rappelez que c'est ChatGPT, hein? Donc, j'ai fait, oui, je suis sûre, vous avez raison. Mais en fait, c'est ça. Il disait qu'il s'attendait à plus, la fluidité de la conversation. Le robot coupe beaucoup la parole parce qu'un des problèmes qu'on a avec le robot, c'est qu'il ne peut pas parler puis écouter en même temps. Donc, c'est très dur de savoir quand il doit parler puis quand il doit embarquer. C'est quelque chose qu'on travaille à développer, mais c'est quelque chose qu'on a encore de la difficulté. Dernière catégorie, les confidents. D'après vous? Oui. Dans le fond, il aimait ça parce qu'il pouvait jaser, surtout sans se faire juger.
Il n'était pas gêné à comparer à parler à d'autres personnes humaines. Puis surtout, qu'est-ce que je trouvais ça dur au niveau éthique, il me disait qu'au moins avec le robot, il ne se ferait pas arnaquer comme avec des humains. J'ai trouvé ça moralement dur de dire ça, que nos aînés ont peur de nous parler maintenant parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer. Il y a des participants qui se sont mis à pleurer quand on a rapporté le robot. Ils voulaient le garder, ils voulaient l'adopter. Donc, même si le robot semble satisfaire 33 des personnes, en se disant qu'il y a 33 de la population qui est en situation d'isolement social, ça a quand même des beaux potentiels pour la recherche. Que TITOP est sûrement une solution à l'isolement social. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce moment. On est en train de développer, entre autres, la reconnaissance des expressions faciales. Le problème, c'est plus qu'on développe de fonctionnalités. Tu sais, j'ai juste un processeur limité, c'est de réussir à tout rentrer les fonctionnalités dans le robot. Entre autres, j'ai 1 million de projets pour mon doctorat maîtrise avec TITOP. De plus en plus, on voit d'autres compagnies aussi qui font les mêmes projets. Et ça, on va s'en aller, j'espère, vers ça. Mais à se poser la question, est-ce qu'un robot remplace un humain? Il faudra se poser la question éthique à un moment donné dans notre parcours. Des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a un micro dans le fond de la salle pour ceux qui veulent poser des questions. C'est plus une question parce que je me souviens qu'il y a les gens qui avaient fait le robot Nao et qui justement le mettaient en mode poli pour les interviews parce que sinon il coupait la parole, mais il arrivait quand même à vraiment avoir une vraie conversation. Du coup, c'est quoi la différence avec votre robot à vous? Bien, entre autres, Nao, c'est un des robots qui est le plus recherché. C'est juste qu'il est fait par une compagnie privée. Donc, c'est un petit peu dur de réussir à les coder. On ne peut pas changer les spécifications, tandis que lui a été développé par le 3IT, donc on peut vraiment changer comme nous, on veut les fonctionnalités. Mais il coûte pas mal moins cher, le Nao, que TITOP à faire. Une autre question? Oui, au micro. Oui, vous avez dit que c'est 1/3 des gens qui étaient intéressés par TITOP, que ça leur correspond à leurs besoins. Puis là, vous avez dit aussi qu'on a les boomers qui deviennent une population vieillissante. Est-ce que vous savez ça correspond à combien de personnes environ, ce 1/3 de cette population-là? Si je me souviens bien, la population de personnes aînées au Canada, ça va représenter 40 de la population en 2030, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même une grosse portion de la population. Puis, tu sais, j'ai fait mon projet de recherche sur les personnes aînées, mais imaginez qu'on pourrait le faire avec toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la misère à sortir, les personnes autistes. Et ça, on pourrait sûrement aussi envisager d'autres populations aussi que les personnes aînées. Puis, j'ajouterais juste, est-ce que vous avez Est-ce qu'ils comprennent, mettons, si les personnes aînées, ils parlent des choses qui existaient il y a vraiment longtemps, par exemple? Tu sais, des fois, on sait qu'ils sont comme « dans mon temps, telle affaire, telle affaire ». Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'ils vont leur dire par rapport à ça? La question, c'est si c'est sur Internet, probablement que oui. OK. Bon. Merci. Mais ça me fait plaisir. On a le temps encore pour quelques questions. En avant. Je voulais savoir quelles étaient les disciplines impliquées pour la réalisation du robot. Dans le fond, à l'Université de Sherbrooke, on a génie robotique, mais il y a des gens en génie informatique, génie électrique. Au niveau de la santé, on a des gens en travail social qui font des expériences. Moi, je suis un multidisciplinaire avec ergo. On pourrait avoir sciences infirmières ou vraiment un peu de tout. Oui. Oui, il disait, est-ce qu'il y a des enjeux de vie privée? En fait, c'est mon travaux d'éthique de session, il porte sur cette question-là. La question, c'est qu'en ce moment, quand je fais les travaux de recherche, on est avec la personne, donc on s'assure qu'elle ne va pas dire des informations privées en ce moment, mais je ne serais pas prête à laisser une personne âgée avec le robot pour ces raisons-là en ce moment, sans moi pour faire un firewall autour. Oui, au milieu. Requête vers le web.
Ça peut être une solution d'avoir un chat. ChatGPT en local, en ce moment, c'est trop lourd pour notre robot. Mais est-ce que ça pourrait qu'il y ait un ChatGPT, par exemple, de l'Université de Sherbrooke où on se connecte, plutôt que ça pourrait être quelque chose à l'avenir? On est chanceux, on a le temps encore pour une autre question. C'était la même question. En fait, on parlait d'éthique. Un autre des problèmes aussi que j'aurais peur, c'est que les personnes âgées se fient trop au robot, puis on sait que ChatGPT, entre autres, il hallucine des fois. Donc, ça va être quelque chose à rechercher aussi. Merci beaucoup. Donc, pendant que T-Top descend de la scène, je vais inviter notre prochain présentateur qui s'appelle Tim Barry. Tim est étudiant au doctorat en intelligence hybride. On ne sait pas tout à fait c'est quoi, mais il va nous en parler. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Fait que moi, mon prénom, c'est Tim. Je pense que vous l'entendez, je suis belge. Donc voilà. Sachez que moi, ça m'a pris une semaine ou deux pour m'habituer à votre accent. Donc j'espère que vous vous y habituerez en 5 minutes. Moi, je vais venir vous parler d'intelligence hybride. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour mélanger l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et pour faire ça, dans un premier temps, on va regarder un petit peu quel est le sentiment global sur l'intelligence artificielle quand on regarde sur Internet. Typiquement, on a dans un premier temps Duolingo qui aimerait bien remplacer tous les travailleurs par de l'intelligence artificielle. On a aussi Elon Musk qui aime bien utiliser le R-word et qui aimerait bien remplacer les gens par de l'intelligence artificielle. Sam Altman, lui aussi, il aimerait bien remplacer les gens par de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne savent pas, Sam Altman, c'est le CEO de OpenAI qui possède ChatGPT, justement. Et Sam Altman, il dit aussi qu'on réussirait à faire une intelligence artificielle qui est plus performante que les humains d'ici 2030. Donc quand on écoute tout ça, on peut stresser un petit peu, se dire ça va être quoi notre futur du coup? Est-ce qu'on va juste se retrouver coincé dans notre lit en réalité virtuelle ou se faire pomponner par des robots comme dans Wall-E et rien avoir d'autre à faire? Franchement, moi je trouve que c'est pas trop le fun. Donc je suis là pour vous rassurer. Est-ce que l'IA va tous nous remplacer? Non. Pourquoi? C'est une question assez compliquée. Il y a plein de facteurs, mais il y en a 3 principaux que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, une IA, c'est opaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les gens qui sont les meilleurs au monde pour créer des IA, pour entraîner des IA, ne pourraient pas vous dire exactement comment ça fonctionne ou pourquoi est-ce qu'une IA a un comportement donné. Ça a plusieurs dangers. Déjà, ça fait qu'une IA a toujours une part d'imprévisibilité, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on aime sur des éléments critiques. Mais ça veut aussi dire qu'une IA peut attraper les biais de son créateur, donc que ce soit des biais sexistes, des biais raciaux. Tout ça, ça peut être capté par une IA et c'est très très difficile de s'en débarrasser. Un deuxième facteur, c'est qu'une IA, c'est non responsable. Typiquement, quand vous avez un juge qui envoie un innocent en prison ou que vous avez un médecin qui tue accidentellement un patient, on a une personne qui est responsable, qui doit répondre de ses actes, qui doit pouvoir se justifier. Une IA, c'est juste un bout de code. Si on est même plus abstrait que ça, c'est juste des maths. Et on ne sait pas vraiment punir des mathématiques. C'est pour ça que dans plein d'éléments critiques, de nouveau, on ne peut pas utiliser de l'IA toute seule. Un dernier élément aussi, c'est qu'une IA, c'est dépendant de nous. Déjà à la base, les IA ont été faites pour pouvoir nous assister. C'est déjà quelque chose d'assez important. Mais aussi, globalement, une IA, ça a besoin de données pour pouvoir travailler. Et ces données, en général, ce sont en tout cas encore maintenant et encore pour de longues années, les humains qui vont pouvoir les leur fournir ou les leur préparer. Ce qu'on a aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, et c'est justement dans mon sujet de recherche, c'est que les IA et les humains sont bons sur des choses relativement différentes. Et ça, c'est justement ce qui amène à ce qu'on appelle l'intelligence hybride. Alors pour répondre et clarifier un peu plus la question du début, est-ce que l'IA va tous nous remplacer? Non. Au contraire, elle va plutôt travailler avec nous. Donc je disais, moi je travaille dans l'intelligence hybride.
Je vais vous donner la définition précise de ce que c'est. L'intelligence hybride, c'est mettre en commun l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour avoir des meilleures performances qu'en utilisant chacune des deux séparément. Alors évidemment, une définition comme ça reste un petit peu flou, donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est, on va essayer de trouver quelques exemples. Et moi, je vous dis que dans la vie de tous les jours, vous faites de l'intelligence hybride, c'est-à-dire que vous collaborez avec une machine, et le fait de collaborer avec cette machine, ça vous permet d'avoir des meilleurs résultats que si vous étiez tout seul, et vous faites des tâches que la machine ne pourrait pas faire elle toute seule non plus. Est-ce que vous avez ici des idées en tête d'intelligence hybride, de choses que vous faites dans la vie de tous les jours? Ouais. Des recherches Google, par exemple, effectivement. Quelque chose d'autre? Ouais. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est typiquement, tu peux le faire avec ChatGPT ou ses API. Donc ici, c'est le ChatGPT ne va pas pouvoir répondre tout seul comme vous avez envie. Vous avez besoin au moins de pouvoir le guider un petit peu. Oui? Excuse-moi? Ouais, faire un itinéraire sur Maps aussi, effectivement. L'IA, elle va pouvoir vous optimiser votre itinéraire de A vers B, mais déjà, elle a besoin de connaître B parce que c'est vous qui donnez le but. Mais aussi, typiquement, si vous avez une route qui est barrée à un endroit, eh ben, Maps ne peut pas le trouver ça tout seul, et c'est à vous de trouver un détournement pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc tout ça, c'est des endroits où vous faites équipe. Moi, je vous ai trouvé plusieurs apps qui sont dans votre téléphone et où vous, typiquement, vous faites de l'intelligence hybride aussi. Alors la première, c'est l'appareil photo. Un appareil photo, dans tous les téléphones modernes, normalement, ça va vous faire la mise au point automatiquement, ça va vous faire la luminosité automatiquement sans que vous n'ayez besoin de rien faire. Dans les téléphones les plus récents, vous allez même avoir votre appareil photo qui va appliquer des filtres tout seul, ou qui va même lui-même corriger certaines erreurs mineures. Tout ça, effectivement, ça va vous permettre de faire des plus belles photos. Par contre, c'est quand même vous qui pouvez choisir qu'est-ce que vous prenez en photo, quel est le sujet de la photo. C'est aussi vous qui choisissez le cadre, si vous le mettez en portrait ou en paysage, si vous prenez un selfie ou pas. Tout ça, c'est typiquement des exemples d'intelligence hybride. Vous avez aussi les systèmes de recommandation comme Netflix ou Spotify. Là, le but, c'est quoi? C'est que vous passiez un bon moment en écoutant une chouette musique ou en regardant un chouette film. Si vous aviez accès en brut, dans l'ordre alphabétique, à toutes les musiques du monde ou tous les films du monde, ce serait un petit peu compliqué. Donc Netflix ou Spotify, ils vont analyser vos goûts pour vous aider à trouver qu'est-ce qui vous plairait le plus, mais au final, c'est quand même vous qui choisissez. Un dernier exemple, c'est aussi typiquement la calculatrice. Une calculatrice, en soi, ça reste très bête comme intelligence artificielle. Ça vous permet juste de faire des calculs compliqués très rapidement. Tout seul, ça ne sert pas à grand-chose, mais par contre, vous, quand vous utilisez votre calculatrice, ça vous permet de gagner énormément de temps, par exemple pour faire votre budget étudiant ou pour calculer le prix des soldes. Alors c'est bien, on a regardé un peu ce que c'est l'intelligence hybride, mais on va regarder ce que moi, je fais exactement. Vous allez imaginer que le petit robot qui est ici, c'est une IA que moi je reçois. Okay. Et pour pouvoir avancer et illustrer mon exemple, on va prendre une photo de mon chien qui est resté en Belgique. Moi, mon but, c'est d'avoir des IA qui sont capables de reconnaître c'est quoi le sujet principal d'une photo. Donc ici, il reconnaît très clairement un chien, et du coup, il dit « chien ». Par contre, si on a un truc un peu plus compliqué comme ça, okay, franchement, quand je l'ai vu la première fois, je ne savais pas trop ce que c'était, ça va être comme moi, l'IA, elle va douter. Sauf que pour ceux qui utilisent ChatGPT ici, quand vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT ne va pas vous dire « lâchez pas trop », il va vous donner une réponse en étant absolument sûr de ce qu'il dit. Sauf qu'ici, pas de chance, il se trompe. Alors, moi, mon but, du coup, c'est d'éviter ce genre de problème en ayant des IA qui peuvent appeler à l'aide quand elles ont des doutes. Donc ici, on a une IA qui est capable de contacter des personnes de son choix. Quand elle se retrouve avec une image qu'elle maîtrise bien, elle va répondre toute seule. Mais par contre, dès qu'on a une image qui est un petit peu plus compliquée, à ce moment-là, on va faire comme dans la question à 1 million d'euros, 1 million de dollars, pardon. On va avoir le robot qui va avoir la possibilité d'appeler un ami. Et c'est l'ami qui va pouvoir répondre à notre place. Pour info, cette chose était un chien. Alors,
Ça a plusieurs avantages. Déjà, dans un premier temps, les cas simples, ça va être pour la machine, c'est-à-dire toutes les images qui sont évidentes ou les radios sur lesquelles vous avez des fractures ou les textes qui sont très très simples, bah, ça va être la machine qui va pouvoir les faire, ça va être moins de travail pour moi. Ce qu'il y a aussi, c'est que les cas difficiles, ils vont être pour moi. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que moi, je ne vais pas perdre mes skills, je vais pouvoir continuer à avoir de l'apprentissage. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'ensemble, l'IA et moi, on fait moins d'erreurs. Ça, une preuve, c'est que j'ai fait une expérience de classification hybride dans laquelle, dans un premier temps, j'ai demandé à mon IA et à un groupe de personnes de donner le sujet principal de 10 000 images et de regarder combien de fois ils se trompaient. Alors, à votre avis, ici, quand c'est juste l'IA ou un groupe de personnes, qui c'est qui se trompe le moins souvent? Pas tout à fait. Ici, encore pour ce cas-ci, c'est encore le groupe d'humains qui se trompe un petit peu moins souvent. Donc, vous inquiétez pas, on a encore quelques jours devant nous avant que ce soit la fin. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on utilise mon système où l'IA peut faire appel à des humains, à ce moment-là, on passe de 513 erreurs à 43, soit une baisse de 92%. Oui. Je viendrai là-dessus après, je vais juste terminer ici et puis on peut prendre un petit moment pour discuter ça. Alors, on arrive justement à la conclusion, donc t'inquiète pas, je reviens à toi juste après. Juste pour bien se rappeler du message, plutôt que de nous remplacer, l'IA ferait bien de travailler avec nous. Merci beaucoup. Merci Tim, super présentation. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Ouais, du coup, tu as bien montré que quand l'IA et les humains ils coopéraient ensemble, ça allait mieux. Mais comment l'IA, elle sait quand elle doit demander de l'aide? Est-ce que tu as fait une question de pourcentage ou quoi? Alors, je vais essayer de l'expliquer de façon simple. En gros, on a simplement utilisé des statistiques, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une calibration de l'IA. Donc on va prendre un petit dataset d'images pour lesquelles on connaît la bonne réponse et on a des exemples. Et on va demander à l'IA, tiens, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le sujet principal sur ces images-là? Et on va, chaque fois qu'elle se trompe, on va lui dire non, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Et on va regarder le nombre de fois où elle se trompe avant d'arriver à la bonne réponse. Okay, et du coup, on va se retrouver avec des sets de labels possibles qui sont plus ou moins grands. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait cette calibration, quand on est rendu en test, on va avoir l'IA qui va, elle toute seule, pouvoir donner des sets qui sont plus ou moins grands de tiens, là j'ai l'impression que la bonne réponse, elle va être dans ce set-là ou elle va être dans ce set-là. Quand le set il est tout petit, c'est-à-dire qu'il est de taille 1, l'IA elle est sûre de la bonne réponse. Quand elle n'est pas sûre, le set il va être plus grand. Et à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle parce qu'en regardant ce qu'il y a dans le set, on peut choisir exactement quel humain est le mieux capable de différencier les différents éléments qu'il y a dans ce set de réponses et qui, du coup, lui, va pouvoir faire une réponse finale. Je pense qu'il y avait quelqu'un au micro. OK. Quelqu'un derrière. Oui? Je me demandais, par rapport à plus au début de ta présentation, tu parlais de la définition de qu'est-ce que c'est une IA hybride ou comme une intelligence hybride. Puis tu disais que, par exemple, un appareil photo, c'est une intelligence hybride parce qu'on choisit qu'est-ce qu'on prend en photo. Ma question, c'est, est-ce qu'il existe des intelligences non hybrides de ce point de vue-là? Parce que ça semblait très général, comme ChatGPT, c'est hybride parce que je choisis ce que je demande à ChatGPT. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être hybride? Alors, c'est une très bonne question. Je réfléchis pendant 1 ou 2 secondes pour essayer de te trouver un contre-exemple. Que je réfléchisse. Je t'avoue que j'ai pas d'idée en tête comme ça, tu me poses une colle, effectivement. Mais peut-être que c'est un spectre, tout est ce... juste plus ou moins hybride ou quelque chose comme ça. Okay, parfait. Ouais. Merci. En fait, typiquement, ce qu'il y a, c'est tu vas avoir tous les pipelines qui sont complètement automatisés. Ça va être de l'intelligence non hybride. Je viens d'avoir une idée. C'est pas la plus joyeuse, mais malheureusement en défense militaire, en sécurité, il y a des Samsung qui a créé une tourelle automatique qui est capable de tirer sur un intrus à je crois c'est 500 mètres de distance.
Cette tourelle se débrouille en autonomie complète, donc c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas d'intelligence humaine à aucun moment. C'est dès que quelqu'un rentre dans le périmètre, elle la vise, elle tire dessus. Okay, ça, c'est typiquement un exemple d'intelligence IA pure. Un bon exemple. Oui. Alors, on va juste répéter la question, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est, j'ai dit justement que l'IA proposait un set de réponses et demandait à l'humain, tiens, j'hésite entre ces réponses-là. Et tiens, est-ce que ça influencerait pas l'humain en erreur, justement, d'avoir ces sets-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce genre de questions ont été faites et les deux possibilités existent. Soit on demande à l'humain de choisir une réponse au choix. Elle peut être dans le set, mais elle peut être en dehors. Ça, on appelle ça une solution lenient. Ou alors, on a une solution stricte. Et à ce moment-là, l'humain est obligé de choisir dans le set, même si l'humain est sûr, au fond de lui, que la réponse, elle est en dehors du set. Et en fait, ce que les études ont montré, c'est que la solution stricte amenait des meilleurs résultats en moyenne que la solution lenient. Donc, typiquement, on se retrouve avec des gens qui ont des meilleurs... on se retrouve avec un système hybride qui a des meilleures performances quand l'humain est obligé de choisir parmi les éléments du set. Oui. Mais du coup, tu as dit que, est-ce que, si j'ai bien compris, l'IA peut adresser son set à une personne plutôt qu'à une autre, choisir la personne qui va être la plus capable de donner la réponse? Alors, je pense qu'on n'en est pas là, mais imaginons, il prend une radio et peut dire, bon, ça, je vais le demander plutôt au podologue, ou ça, je vais le donner plutôt au médecin généraliste, ou ça, à l'ophtalmo. Imaginons, ça serait possible. OK. Donc oui, c'est justement le but du set. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez... Mettons que vous retombez en enfance ou en adolescence et vous vous retrouvez à un cours. Okay, et vous avez des devoirs à faire. Et vous avez, mettons, des devoirs, des exercices en maths et en français, okay, en littérature. Et vous avez un exercice en littérature qui est très très difficile. Vous n'avez pas la moindre idée de la réponse. Mais par contre, c'est de la littérature. Et là, vous pouvez dire, OK, ma maman, elle est ingénieure, mon papa, il est auteur, je sais que c'est de la littérature, je vais aller demander à mon papa. Par exemple, si vous avez un exercice très difficile en maths, vous n'avez aucune idée de la réponse, mais par contre, vous savez que c'est votre maman qui a probablement plus de chances de répondre. Ici, c'est la même idée. Vous pouvez avoir une IA qui a aucune idée de la réponse finale, mais par contre, comme elle a déjà vu l'image, elle se dit, OK, ça c'est une image qui est plus d'un animal, ou ça c'est une image qui est plus d'un véhicule. Je sais que je peux demander à cette personne-là qui est plus spécialiste des animaux, ou cette personne-là qui est plus spécialiste des véhicules. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais je suis sûre que Tim va être content de répondre à vos questions pendant la pause ou après l'événement. Donc, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Donc, rebonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu le temps d'aller vous chercher une petite bière pour vous rafraîchir. Donc, on va procéder à la troisième présentation qui va être faite par Simon Carrier. Simon, il est étudiant au doctorat en génie électrique. Et il va nous parler de comment est-ce qu'on peut corriger la turbulence pour prendre des photos de l'univers. Salut tout le monde, moi c'est Simon. Je vais vous présenter aujourd'hui c'est quoi l'optique adaptative, mais avant ça, je vais vous mettre un peu en situation. Vous sortez le soir, vous en allez vers votre auto, vous regardez le ciel, il y a des étoiles, ça fait beau. Il danse un peu, ça scintille. Puis si vous êtes un astronome, à ce point-ci, vous commencez à sentir une douce et profonde haine. Ce scintillement-là, c'est vraiment gossant pour les astronomes parce que ça vient rendre toutes les étoiles puis les astres flous. Puis ça, c'est causé par l'atmosphère, l'air de l'atmosphère qui est dans le chemin, qui vient turbuler la lumière qui vient des étoiles. On appelle ça la turbulence atmosphérique. Il y a plusieurs solutions à ce problème-là, dont
une populaire qu'on voit souvent dans les médias, ben, c'est d'envoyer un télescope dans l'espace. Fait qu'il n'y a pas d'atmosphère dans le chemin. Fait que le fameux télescope Hubble ou le plus récent JWST, James Webb Space Telescope. Et ben, le problème est réglé. Fait que merci d'avoir assisté à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as un point, puis la réponse est un peu plus compliquée que ça. Si on regarde juste la taille du télescope, la taille, c'est important. Le Hubble, il est 2,4 mètres, le JWST, 6,5 mètres. Mais on peut aller plus gros que ça. Surtout sur Terre. On n'a pas cette limitation-là de devoir envoyer ça dans l'espace. Le Very Large Telescope, parce que les astronomes sont originaux dans leur nom, il est 8,2 mètres. Puis à peu près, il a été envoyé à peu près en même temps que Hubble. Fait que, puis un en construction, c'est l'Extremely Large Telescope. Je parlais d'originalité, là. Ben, il est en construction, puis lui, il va être 39 mètres. Mais pourquoi exactement qu'on veut des gros télescopes? Ben, c'est une question de résolution. Plus le télescope est grand, plus on est capable d'aller chercher des détails. On est capable de distinguer un objet d'un autre. Fait quoi? Pour un petit télescope, on penserait que ça serait un objet, mais avec un gros télescope, on se réalise que ces deux objets étaient vraiment proches l'un de l'autre. Maintenant, la taille, c'est important, mais il faut savoir l'utiliser. Le télescope, je parle, bien sûr. Fait que le VLT qui est sur Terre, bien, lui, il souffre de cette turbulence atmosphérique-là. Puis le ELT, il va l'être éventuellement. Mais sans l'optique adaptative, ces deux télescopes-là sont équivalents à un télescope de 30 cm de large. L'atmosphère vient tellement déranger la lumière qui vient des étoiles que notre résolution en souffre. On n'est pas capable de distinguer deux étoiles proches l'une de l'autre à cause de cet effet-là. Maintenant, un petit quiz. Ça, c'est la vue d'un objet céleste qui n'a pas d'optique adaptative telle que vue de la Terre. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi? C'est une planète. C'est Neptune! Fait que si on pointait Hubble vers Neptune, on aurait une image pas mal plus belle. Pas d'atmosphère dans le chemin. Mais quand on a un plus gros télescope, et on est sur Terre, le Very Large Telescope, on est capable d'avoir encore plus de détails à cause du grand miroir qu'on a accès. Puis on est capable d'aller chercher des détails comme les nuages sur Neptune, etc. Fait qu'on veut des gros télescopes, puis mais le défi, c'est l'optique adaptative, comment corriger cette turbulence atmosphérique-là. L'optique adaptative, c'est 3 grands éléments qui travaillent en harmonie l'une de l'autre. Ça sonne compliqué, vous allez voir, pour ceux qui portent des lunettes, c'est la même chose que d'aller voir l'optométriste. Fait que ceux qui portent des lunettes, je vous montre cette image-là, puis vous avez un peu de PTSD, là, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers, ben, l'optométriste va mettre qu'est-ce qu'on appelle un réfracteur devant les yeux, puis il va osciller entre lentille A ou B. Puis A, c'est lequel qui est plus net. Puis là, tu es frustré après toi-même parce que tu ne sais même pas c'est lequel qui a l'air mieux. Mais au fond, l'analyseur de surface d'onde, le premier élément de l'optique adaptative, c'est ça qu'il fait. Il vient déterminer c'est quoi la turbulence, c'est quoi la forme de la lumière qui vient de l'étoile. Puis c'est vraiment quand on va à l'optométriste puis on détermine, ben c'est-tu de la myopie qu'on a, de l'astigmatisme, c'est exactement la même chose que l'analyseur de surface d'onde il vient déterminer. On a X myopie, Y astigmatisme, puis il vient prendre en note tous ces éléments-là pour la suite des choses. Le miroir déformable, c'est un peu dans le nom, c'est un miroir qui peut changer de forme. Lui, c'est la lunette dans l'analogie. Il vient corriger la lumière qui vient de l'étoile parfaitement pour venir remettre la lumière qui a été dispersée par l'atmosphère au bon endroit. Fait qu'on vient le mettre de la forme exactement opposée de la forme de la lumière qui apparaît du ciel. Et finalement, le troisième élément, la boucle de contrôle, c'est l'optométriste qui vient prendre l'information de l'analyseur, au fond le réfracteur,
va faire une prescription et ensuite fabriquer la lunette qui est notre miroir déformable. Fait que comment ça marche ensemble, tout ça? Oh. Ah, voilà. On a une étoile. Elle passe à travers les nuages, l'atmosphère. Elle vient toute turbulée, elle devient toute pas belle. Elle passe à travers sur le miroir déformable. Le miroir déformable, lui, il a une certaine forme quelconque. Au début, il est flat, mais il va changer de forme bientôt. Il va réfléchir la lumière sur un miroir semi-réfléchissant et l'envoyer vers l'analyseur. L'analyseur va déterminer, OK, il y a X nombre de défocus, X nombre d'astigmatisme. L'optométriste va prendre cette prescription-là et l'envoyer au miroir déformable pour appliquer la correction à faire. Fait que maintenant, quand on laisse la lumière passer, la moitié de la lumière passer à travers le miroir semi-réfléchissant, on a une caméra scientifique, puis elle va voir l'étoile parfaite comme elle était originalement, avant l'atmosphère. Et tout ce cycle-là, ça va se faire à peu près à 1 kHz, soit 1000 fois par seconde. C'est ça qu'il faut parce que l'atmosphère dans le ciel, elle change à ce rythme-là. Fait que ça, c'est une étoile telle que vue par un miroir d'à peu près 1 mètre, 1,2 mètres. Fait qu'on peut voir danse un peu de droite à gauche. Le cœur central, il ne reste pas super stable. Mais dès qu'on enclenche l'optique adaptative, ben, il vient central. Il y a encore des petites aberrations, ça c'est normal, c'est causé par l'optique locale ou le télescope lui-même, mais c'est beaucoup plus centré et on peut voir nettement toujours le cœur de l'étoile. C'est comme ça l'œil corrige à peu près 1000 fois par seconde. Fait que l'optique, on parle de la technologie du futur, c'était le thème d'aujourd'hui. Je vous ai montré que ça fonctionne aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le futur? Bien, le futur, c'est de pouvoir faire des images d'exoplanètes. Ça, c'est le fameux grand défi du siècle moderne, c'est de pouvoir imaginer une étoile, une planète comme la Terre, mais sur une autre étoile. Puis pour arriver à cette fin-là, bien, il faut de l'optique adaptative de la fine pointe absolue. Je vous laisse sur l'image je vous ai parlé tantôt du Extremely Large Telescope, le télescope extrême, et qui est en construction au Chili. Puis ça, c'est l'état actuel de où est-ce qu'il est rendu. Ça va être de loin le plus gros télescope jamais construit. Merci de votre attention. Merci, Simon. OK, c'est bon. Yeah, on l'a eu. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour Simon? Je vois déjà quelqu'un au micro à l'arrière. Tu as décrit une solution à un problème d'optique qui est, alors si j'ai bien compris, c'est une solution comme analogique. C'est-à-dire que c'est changer la forme de la lentille pour rendre l'image nette. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a plus de lumière ou plus de données qui est recueillie. Fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire juste cette même reconstruction-là de façon digitale avec l'image floue? Oh, OK. C'est une excellente question. Puis il y a tout un domaine de recherche qui est concentré exactement à répondre à cette question-là. On appelle ça en anglais, c'est PSF Reconstruction, mais c'est reconstruire digitalement l'étoile juste par l'information de qu'est-ce que le réfracteur voit, l'analyseur de surface d'onde. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de lumière qui vient du ciel que faire cette reconstruction-là, tu as juste un petit peu de bruit dans ta mesure, et voilà, ça ne marche plus, la reconstruction. Tu as une reconstruction qui ne fait plus de sens. Fait que c'est vraiment ça. Quand je séparais la lumière entre la caméra scientifique et l'analyseur de front d'onde, on veut maximiser la lumière qui va vers la caméra et minimiser la lumière qu'on a besoin pour faire la reconstruction. Fait comme on a tellement peu de lumière, on ne peut pas faire, du moins pour l'instant, 100% digital. Merci. On va essayer.
déjà répondu à la question. Est-ce qu'il y avait... oui? Dans un miroir de 39 mètres de diamètre, j'imagine qu'il y a une tonne de petits miroirs qui sont chacun actionnés. Et c'est combien de petits miroirs, combien d'actionneurs qui sont complémentaires? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Dans le Extremely Large Telescope, celui qui était de 39 mètres de large, il y a combien de miroirs dedans puis combien d'actionnaires pour contrôler ces petits miroirs-là? À mes souvenirs, il y a à peu près 700 miroirs hexagonales. Le nombre d'actuateurs, je ne suis pas au courant, mais c'est 3 axes chacun, minimum. Fait que... Rapide, c'est dans le fond, si l'objectif c'est de... si l'objectif c'est de voir des exoplanètes, quelle taille de télescope, mettons, qui serait dans l'espace, là, pour avoir cette résolution angulaire-là, c'est quelle taille qu'on voudrait, mettons, même si on était directement dans l'espace? Cet objectif futur-là dont tu parles, mettons. C'est une super bonne question. La réponse est un peu vague dans le sens que ça dépend quel genre d'exoplanète qu'on veut imaginer. Si c'est une planète style Jupiter très chaude, puis est un peu plus loin de son étoile, il y a des télescopes modernes qui sont capables de faire ce genre d'imagerie-là aujourd'hui. Maintenant, si on veut faire des images comme la Terre, là, de planètes comme la Terre, à peu près de la même distance que nous, on est du Soleil, c'est des télescopes de 40 mètres, 30 mètres qu'il va falloir pour aller chercher cette différence-là, cette résolution-là angulaire. Fait que c'est pour ça que la prochaine classe de télescope, ils veulent que ça soit 30 mètres et plus. On a le temps pour au moins une autre question. Oui, fait que la question, c'était mécaniquement, comment est-ce que le miroir déformable, il vient changer sa forme? Il y a plusieurs technologies, mais ils se résument tous à le même problème. C'est qu'il y a un actuateur, souvent c'est un moteur, un petit piezo ou un actuateur magnétique qui vient ajuster un film très flexible, super réfléchissant à la surface. Fait que un actuateur, tu peux t'imaginer, influence ses voisins à côté, mais c'est tout on laisse les manufacturiers s'occuper de ça, puis nous, on met la forme qu'on veut. Merci. Alors, la prochaine présentation va être offerte par Jérôme Dehaye. Jérôme, dans sa description, il nous a dit que c'est un apprenti sorcier de la magie scientifique. Et il nous a dit aussi qu'un jour, il aimerait ça remplacer Charles Tisseur, mais il n'a rien fait à date pour ça. Donc, ce soir, Jérôme, c'est ta chance. Merci tout le monde d'être là. Ça va bien? Yes, j'ai un petit peu plus de réponses que je pensais. Je pensais faire une joke que c'était malaisant, mais malheureusement, vous avez répondu. Honnêtement, vraiment content d'être là, vraiment content d'être dernier à passer ce soir, à être scientifiquement vulgaire avec vous, en vous présentant là, une partie de mes travaux de recherche, mais surtout une partie des travaux qu'on fait avec mon groupe de recherche. Mais ma blonde m'a toujours dit d'arrêter de parler de moi puis d'apprendre à poser des questions. Donc, ce soir, je commence en vous posant une question. Donc, je vous mets en contexte. Est-ce que ça vous est arrivé, peut-être, je ne sais pas, cette semaine, en s'en venant en auto ce soir, sur la bolle de toilette, je ne jugerai pas, de penser à la masse de l'univers? Non? Personne n'a pensé à c'est quoi la masse de l'univers puis comment la trouver? À main levée, vous avez le droit. OK, quelques-uns quand même. Bon, pas beaucoup. On va essayer de trouver peut-être quelque chose qui est plus commun. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont pensé à comment établir un lien quantiquement encrypté entre la Terre et un satellite pour envoyer de l'information encryptée quantiquement cette semaine? Non? Sur la balle, à main levée. Bon. Okay, encore là, c'est peut-être un petit peu moins. J'avais pensé que technologie, peut-être plusieurs personnes, mais encore là, ça touche peut-être moins de gens. J'en ai préparé un peu un grand public. Changement d'heure, il se met à faire noir, c'est l'automne, il y a de la neige, de la brume, de la pluie. Est-ce que ça vous est arrivé quelques personnes ici à main levée dans la salle qui ont de la misère à voir le char en avant ou qui se sont dit j'allais frapper un piéton dans la brume? Bon, on voit que ça touche peut-être un peu plus de gens. Si je vous disais qu'il y a quelque chose qui relie ces trois situations-là, en fait, il y a une clé, il y a une technologie qui permet de solutionner ces trois mises en situation-là, trouver la masse de l'univers,
faire de la communication quantique entre la Terre et l'espace, mais aussi tout simplement détecter un char en avant de nous dans la brume, et que c'est de détecter un photon, détecter des photons et les détecter un à la fois. En fait, c'est ce que nous, on fait dans mon groupe de recherche, c'est ce que nous, on fait dans le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke. On fait des détecteurs de photons uniques, donc des patentes, des machines, des petits carrés qu'on voit ici à l'écran, qui sont capables d'attraper des photons un à un. Avant de rentrer dans le détail de comment on les fait, puis comment ça fonctionne, puis pourquoi c'est merveilleux, puis qu'on change le monde, bien, définissons, c'est quoi un photon? Donc, je vous ai parlé qu'on doit attraper de la lumière, attraper un photon. C'est quoi un photon? Bon, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà une idée d'un peu à quoi ça ressemble un photon ou c'est quoi. Essentiellement, la première définition, c'est que c'est une particule de lumière. Okay? Donc, c'est l'unité de base qui compose la lumière. Donc, comme le grain de sable va être l'unité de base de la dune de sable ou de la plage, que la goutte d'eau va être l'unité de base de la pluie, ou que les molécules d'air, par exemple, sont l'unité de base du vent ou d'une tornade, par exemple. Donc, c'est vraiment la particule unitaire de ce qui compose la lumière qu'on voit, là, qui shine dans ma face présentement sur la scène. Ceci dit, la lumière, c'est un petit peu plus compliqué qu'une particule. Ça se promène aussi comme une onde, okay, comme une vague dans l'océan. Donc, bon, il y a une notion un petit peu plus complexe, mais encore mieux, ça n'a aucune masse. Okay? Donc, le grain de sable sur la table, bon, il est là, il ne bouge pas. La flaque d'eau, on pile dedans dehors. Si vous avez vu des panneaux solaires sur des maisons, déjà, ils ne sont pas remplis de photons. Okay? Donc, le photon, quand il frappe notre panneau solaire, il ne reste pas là, il disparaît. Il disparaît pourquoi? Bien, il n'y a pas de masse, okay? Donc il va donner son énergie et tout simplement se volatiliser. Donc, c'est assez compliqué, le photon. Donnons-nous une définition entre vous et moi ce soir, vulgarisée. Un photon, c'est un paquet d'énergie qui se promène dans l'espace. En fait, ça, on le vit au quotidien. C'est ça qui va nous donner un coup de soleil. C'est l'énergie du photon qui frappe dans notre visage. C'est ça qui va donner l'électricité à notre panneau solaire. On récupère l'énergie du photon qui ensuite se volatilise. C'est aussi ça qui réchauffe nos serres ou réchauffe notre peau dans une belle journée ensoleillée ou tout simplement qui fait fondre notre bonhomme de neige préféré. Donc, la question, je pense, ça devient relativement naturelle. On attrape ça comment, un paquet d'énergie? Okay, je sais comment attraper un grain de sable par terre, je le prends dans mes doigts. Je sais comment récupérer de la pluie, je mets un bac. J'attrape ça comment, même de l'air, à la limite, je le mets dans une bouteille. J'attrape ça comment, des paquets d'énergie. Okay? En plus, ça disparaît après, qu'est-ce que je fais avec? Donc, les ingénieurs, nous, en général, on s'inspire un peu autour de nous, okay, de ce qui existe dans la nature. La nature fait vraiment bien les choses. Okay, on a inventé le velcro en regardant des plantes. On a inspiré nos ailes d'avion à partir des oiseaux. Ou on a développé notre sonore là, en lien avec les chauves-souris ou avec les dauphins, qui a beaucoup d'inspiration animale, par exemple. Donc, je pense que vous avez toutes des idées en tête comme ça. Est-ce que vous avez des idées? Puis là, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez des capteurs à photons, donc des affaires qui attrapent de la lumière dans la vie de tous les jours? La rétine, les yeux, excellente réponse. Okay, ça me sauve du temps, parfait. Effectivement, on a tous deux excellents capteurs à photons dans notre visage. Okay? En fait, non seulement on en a des capteurs à photons dans le visage, mais ils sont très efficaces encore aujourd'hui dans les meilleures caméras qui existent, nos yeux. En fait, on peut faire un très beau parallèle entre l'autre caméra qu'on a tous ou presque dans notre poche droite, donc la caméra de notre téléphone cellulaire, par exemple, et l'œil humain, qui va avoir une composition assez similaire. Donc, on voit ici, il y a une pupille, donc une entrée qui permet de l'entrée de la lumière, et un détecteur qu'on voit au fond, au niveau de notre caméra de téléphone. Et même chose avec l'œil humain, on va avoir notre iris et la rétine, au fond, qui va capter la lumière. Comment ça fonctionne? En fait, on va avoir un récepteur au fond. Donc, nous, c'est nos cônes et nos bâtonnets, okay, qui sont un peu nos pixels de l'œil humain. Et dans nos détecteurs, on va avoir, même chose, des sous-unités qui vont recréer l'image. Comment ça recrée une image? Comment on absorbe? On arrive vraiment à comment on absorbe les photons? Bien, tout simplement, on va prendre l'énergie. Nos cellules photoréceptrices vont prendre l'énergie du photon et la convertir en électricité. En fait, oui, on a de l'électricité dans notre cerveau, okay, qui va créer une image, si vous voulez, dans notre tête. C'est la même chose qu'on recrée avec notre caméra d'iPhone. Tout simplement, on va recevoir des photons, on va les convertir en électricité sous différentes petites unités qui vont nous permettre de recréer une image avec différents petits points, différents pixels. Ça marche très bien quand il y a de la lumière. Je ne sais pas pour vous si vous avez essayé de voir dans le noir ou de voir à l'extérieur, ou de prendre une photo avec votre iPhone dehors. Okay? Ça vous demande de rester 5 secondes sans bouger, okay? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et ça vient un peu à ma question quiz du jour. Quand il fait noir à l'extérieur, il fait noir combien, ce n'est pas une erreur de français, combien de photons par seconde frappent le fond de notre œil quand il fait
quote-unquote noir. Donc, à main levée, qui pense que il y a environ 5 à 10 photons par seconde qui frappent notre rétine? Okay. Qui pense qu'il y a environ une dizaine de milliers de photons par seconde qui frappent notre rétine? Pas mal plus. Qui pense qu'il y a environ 5 milliards de photons par seconde qui frappent notre rétine? Ouais, OK. Donc, c'est pas mal plus 5 milliards, la réponse. Je reviens à mon mise en situation du début. Je vous ai dit que la solution pour trouver la masse de l'univers puis de faire de la communication quantique, c'est de détecter un photon à la fois. Mais déjà, quand on est dans le noir dehors, il y en a 5 milliards par seconde qui frappent mon œil. OK? Donc, on n'est pas dans la même gamme de technologies. Donc, c'est ce que nous, on fait au 3IT. Nous, on développe un photodétecteur, une caméra de téléphone, mais qui ne reçoit pas 5 milliards et plus de photons par seconde, okay, qui est capable d'en détecter un seul. Et comment est-ce qu'on est capable d'en détecter un seul? En fait, on va utiliser une propriété qui s'appelle l'avalanche. Je vous saute une coupe de détails. On réussit à prendre un seul photon qui va promouvoir un électron et qui va tomber comme une boule de neige en bas de la pente et qui va promouvoir plein d'électrons un après l'autre pour créer un courant électrique. Donc, en fait, lorsqu'on reçoit un photon, on a un spike de courant, 1, et quand on n'a pas de photon, on n'a rien, 0. Okay? Donc, le AI dans mon titre de présentation, ce n'était pas du clickbait, on a vraiment des 1 puis des 0, il y a du binaire à quelque part là-dedans, trust me. Donc, là, j'en viens un peu au pourquoi. Okay? Il y en a qui commencent par le pourquoi, moi je finis avec pourquoi un photon à la fois? Okay? Il y en a 5 milliards dehors, on ne voit rien. Pourquoi j'en détecterais un à la fois? Mais en fait, c'est utile dans plein d'applications, en commençant par le domaine médical, où quantifier, compter littéralement un à un les photons, nous permet d'avoir une image qui est plus précise, donc moins floue, ce qui nous permet de détecter, par exemple, des tumeurs ou autres. Donc, savoir qu'il y a 11 555 photons, ça nous permet d'avoir une meilleure image que de savoir qu'il y en a 11 000 environ. Ça nous permet aussi d'identifier certains photons. Si on est capable de les compter un à un, on est capable de savoir ceux qu'on ne veut pas. Donc ici, dans l'image, par exemple, ici, dans un scan PET ou CT, on veut souvent savoir les particules qui arrivent en ligne droite, pas ceux qui sont déviés. Donc, en comptant les photons un à un, on peut savoir c'est qui les bons, des mauvais et corriger notre image. Beaucoup d'animation. Ça nous permet aussi tout simplement de voir dans le noir. Donc, j'ai parlé de voir dans le noir, de voir dans les environnements où il y a très, très peu de photons. Ici, on compare une caméra d'iPhone à une caméra 1 photon et on voit qu'on est vraiment dans une image qui est très grise à une image où on a un contraste. Donc, de compter les photons précisément, ça nous permet de voir quand il y en a très peu. Ça nous permet aussi de mesurer l'espace. En fait, on connaît très bien la vitesse de la lumière. Donc, si on connaît le temps depuis lequel on a envoyé un rayon laser, par exemple, puis qui nous revient, on peut mesurer des distances. Et ça nous permet de faire plusieurs choses vraiment intéressantes et qui va me ramener à la mise en situation du départ. Le pointeur ne marche plus? OK. Entre autres, ça nous permet, dans le domaine médical, de mieux cibler des tumeurs parce que, comme on connaît la vitesse de la lumière et le temps, on peut cibler des endroits, précisément, mesurer des distances. Ça nous permet aussi, tout simplement, okay, je reviens à ma situation initiale, de voir un chevreuil dans le noir. Okay? En fait, c'est ça le LIDAR, une technologie qui permet dans les autos intelligentes d'envoyer des rayons laser et de mesurer des objets, okay, dans des choses qui sont invisibles, okay, parce qu'on va mesurer dans des longueurs d'onde qu'on ne voit pas avec nos yeux. Dans les autres exemples intéressants, ça nous permet aussi de faire des découvertes archéologiques. Donc, avec des avions, on a pu mesurer des topologies sur la surface de la Terre et de découvrir des civilisations anciennes en mesurant, par exemple, des places ou des rues qu'on ne voit pas à cause de la végétation, qu'on a pu déterminer grâce à ça, donc grâce en mesurant des photons un à un avec l'aide d'un laser. Sinon, un autre exemple qui est dans votre poche, donc qui va peut-être parler à plus de monde, voici ce que ça donne quand vous testez le Face ID. Cette petite lumière rouge-là qu'on voit à l'écran, je ne pense pas que vous la voyez. En fait, on utilise des longueurs d'onde que l'œil ne détecte pas. Mais ce que ça permet de faire, ces flashs-là multiples, ça permet de faire une carte 3D de votre visage. Donc, ce n'est pas du LIDAR à proprement parler, mais on va créer, lorsque vous faites le setting, une carte 3D de votre face et on va réutiliser cette propriété-là de la lumière et la détection d'un photon à la fois pour faire une carte 3D de votre visage et d'avoir le fameux Face ID qu'on connaît d'iPhone ou autre. Donc, je conclus en disant, détecter des photons un à un, c'est cool, ça permet de changer le monde. Un vrai Charles Tisser en devenir. Donc, est-ce que quelqu'un a une question pour Jérôme? Oui, au micro. Est-ce que j'ai manqué ce bout-là ou tu n'as pas dit comment calculer la masse de l'univers?
C'est une très bonne question. J'ai volontairement omis comment on calcule la masse de l'univers parce que c'est relativement complexe. Dans le fond, les expériences qui mesurent la masse de l'univers vont utiliser des très grands cylindres avec des gaz liquides qui sont très denses et les particules, donc les neutrinos dans ce cas-ci, vont venir interagir avec la masse liquide, créer des désintégrations nucléaires duquel vont produire des photons, des particules de lumière pour donner de l'énergie. Et nous, en fait, ce qu'on va venir, c'est qu'on va taper toute la circonférence du cylindre avec des capteurs de photons uniques pour détecter très précisément ces photons-là qui correspondent à des événements où on a eu, par exemple, une particule qui vient du cosmos là, qui aurait interagi avec notre cylindre. Puis est-ce qu'on sait c'est quoi la réponse? En fait, notre hypothèse, là, pourquoi on fait ces études-là, d'ailleurs, on finance avec notre propre poche, d'ailleurs, c'est des trucs publics, c'est que les neutrinos seraient à la fois une particule et une antiparticule. Donc, ils pourraient s'auto-annuler. Et donc, il y aurait le double de la quantité de neutrinos qu'on pense et on pourrait trouver le 30% de la masse de l'univers qui nous manque. Donc, ça, c'est très simplifié, là, mais on dépasse des centaines de millions pour faire des gros stops de xénon liquide pour trouver ça. Nous, on fournit les photodétecteurs, OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? C'est une excellente question. En fait, est-ce que tu peux répéter? Oui, donc le LIDAR, c'est une technologie dans les autos intelligentes, par exemple, qui va utiliser, on va lancer un photon laser et on va le réceptionner pour mesurer une distance. Mais j'ai mentionné que dans le noir, il y avait 5 milliards de photons par seconde qui frappent le fond de notre œil. Donc, comment on fait pour savoir c'est lequel le bon? Donc, c'est l'excellente question. Mais en fait, on va utiliser une longueur d'onde spécifique qui est moins présente dans l'atmosphère. Donc, on va utiliser une longueur d'onde d'environ 1500 nanomètres qui est généralement très bloquée par l'atmosphère des nuages. Donc, le Soleil ou la Lune qui réfléchit nous envoie très peu de cette longueur d'onde-là, ce qui nous permet de savoir, en fait, que c'est le bon. Ceci dit, il y a toujours du bruit dans des systèmes. Comment les lidars, généralement, vont fonctionner? Comme celui de notre téléphone, ils vont envoyer un pulse à T0, qui va être le pulse du laser. Donc, on a déjà une information de environ approximativement quand ça devrait arriver, ce qui nous permet de canceller un peu du bruit. Oui, en avant. Exact. Ben, en fait, effectivement, l'atmosphère brime certaines longueurs d'onde. Donc, dans l'espace, en fait, on aurait toutes les longueurs d'onde possibles. Puis notre lidar serait probablement pas capable de voir aux longueurs d'onde qu'on utilise normalement. Mais pour le fun fact, en fait, le lidar, ça a été inventé pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune par la NASA en 1940 pour les voyages spatiaux. Après, post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est là que ça vient, cette technologie-là, à la base. Donc, curieux lien avec la Lune, mais c'est cool, c'est de là que ça vient. Quelqu'un d'autre? Bien, merci beaucoup pour ta présentation. Je pense qu'on peut encore là une bonne main d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont présenté ce soir. Donc, toute l'équipe de Bistro Brain, on tient aussi à vous remercier, vous, le public, d'avoir été présent en quand même assez grand nombre. Ce soir, on est combien? J'ai oublié d'aller chercher l'information. Non? Personne ne le sait? Les gens à l'accueil? On est 104. Donc, une bonne main d'applaudissements. Donc, je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui ont présenté, donc Mélanie, Tim, Simon et Jérôme. Je veux remercier les bénévoles de Bistro Brain. Donc, on avait à l'accueil Eva et Isabelle. On peut les applaudir. Ensuite, on avait Loïc à la technique, Maëlle à la captation, Gaëlle à la coordination et Alexis au réseautage, à la présence. Merci aussi au BOC de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de faire nos événements ici. Donc, ce soir, on avait au service Félix et Benjamin et à la cuisine, on avait Rock.
Merci aussi à tous les commanditaires, donc le Club Rotary de Sherbrooke ainsi que le Sarreuse, et aussi à notre collaborateur de la soirée, le 3IT.